Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne. Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une affaire complexe qui s'est déroulée en 2010 à la périphérie de Détroit, dans le Michigan, en pleine crise économique. Cette histoire met en scène un prétendu réseau de cambriolage de matériel électronique, l'arrestation d'une femme autrefois follement amoureuse d'un homme charismatique et manipulateur, et la trahison la plus cruelle qui soit. Alors que la malheureuse purgeait une peine de 13 années de prison, cet homme a épousé sa propre sœur cadette et a fondé une famille, avant que de nouveaux éléments ne révèlent la possibilité d'une machination. Si vous aimez ce genre de récit et que vous souhaitez m'encourager à vous en proposer davantage, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. J'en serais vraiment ravie. L'histoire débute dans l'atmosphère morose d'un quartier en périphérie de Détroit, à l'aube de l'année 2009. Les immeubles de bureaux laissent place à des maisons modestes, certaines en ruine, victimes de la crise du marché immobilier et des difficultés économiques plus générales. Les rues sont pour la plupart calmes dans la journée. Mais la nuit venue, on rapporte régulièrement des faits de vol, de trafic de drogue et de violences sporadiques. C'est dans ce contexte que vivait Pamela Campbell, une femme alors âgée de 34 ans, brune aux traits fins et au regard expressif. Jadis très avenante et appréciée, elle fréquentait un petit cercle d'amis, travaillait dans une librairie de quartier et affichait une passion sincère pour la littérature moderne. Elle avait grandi dans un foyer aimant, entourée de sa sœur cadette Melissa, et avait pour ambition, lorsqu'elle était encore toute jeune, d'ouvrir une boutique de livres spécialisée dans les éditions rares. Son rêve n'avait pas encore abouti, mais elle restait convaincue qu'un jour, grâce à son acharnement et à un soutien indéfectible, elle parviendrait à concrétiser ce projet. Au cours de ses études supérieures, Pamela avait rencontré un homme plus âgé de quelques années, Andrew Marks, un commercial en électronique grand public. Grand, de carrure athlétique, cheveux sombres et courts agrémentés de prémices de gris sur les tempes, Andrew évoquait le type même de l'homme sûr de lui, dont la voix profonde et le contact aisé facilitaient les transactions. Il disait toujours détester la routine, se vantait d'avoir la fibre entrepreneuriale et d'user de méthodes parfois à la limite de la légalité pour décrocher de grosses ventes. Pamela avait pour lui une admiration quasi aveugle, et il ne tarda pas à la charmer avec des promesses de vie confortable, d'aventure et de liberté. Leur idylle fut rapide, passionnée, et incita Pamela à quitter son emploi en librairie pour le suivre dans de mystérieuses activités. Quelques mois plus tard, ils louaient ensemble un petit appartement au sein d'un modeste immeuble et partageaient même une vaste remise louée dans une zone commerciale délaissée. Les proches de Pamela émettaient déjà des doutes. Qu'allait-elle stocker dans un tel endroit? Pourquoi Andrew paraissait-il si insistant pour l'impliquer dans des démarches dont elle ignorait presque tout? Avant de plonger dans le cœur de l'affaire, il importe de parler de la place de Melissa Campbell dans la vie de Pamela. Melissa, de 2 ans plus jeune, avait grandi dans la même maison que sa grande sœur, mais leur tempérament n'aurait pu être plus opposé. Alors que Pamela se révélait rêveuse, engagée dans ses passions littéraires, Melissa, elle, prenait goût au concret, gérant, dès que leur mère prit sa retraite, une petite boulangerie de quartier qu'elle développait peu à peu. Dotée de cheveux châtain clair, d'un visage doux et d'une apparence toujours soignée, Melissa affichait un succès stable. Elle plaisait à la clientèle, sélectionnait avec soin les ingrédients de ses gâteaux et commençait à se faire une réputation fiable. Cependant, bien que la fratrie s'entendît assez bien, certains membres de la famille racontaient souvent que Melissa ne supportait pas de rester dans l'ombre de Pamela. Cette dernière, plus charismatique à l'adolescence, lui avait toujours un peu fait de l'ombre. Cette jalousie latente pouvait-elle jouer un rôle dans ce qui allait suivre? Nul ne le soupçonnait à l'époque. Les 2 sœurs semblaient soudées, et Pamela parlait de Melissa comme d'une confidente loyale.
De fin 2008 à la mi-2009, la police locale de Detroit fut appelée à enquêter sur une série d'incidents fort troublants. Des entrepôts de stockage consacrés à l'électronique, situés dans des zones industrielles modestes, étaient cambriolés de nuit. Les malfaiteurs semblaient ciblés. Ils dérobaient de grandes quantités de téléviseurs à écran plat, de consoles de jeux dernier cri et d'ordinateurs onéreux. La revente de ce type de biens, si elle était bien organisée, pouvait rapporter des sommes considérables. Pendant quelque temps, les enquêteurs se retrouvèrent face à un mur. Aucun indice tangible, aucune caméra de surveillance ne montrait clairement le visage des voleurs, et les rares témoins qui signalaient des allées et venues suspectes se montraient incapables de livrer une description utilisable. On parlait d'un groupe organisé, d'un réseau. Puis, le temps passait, et l'affaire s'enlisait dans un climat d'exaspération. Les assurances refusaient parfois de rembourser certains commerçants tant que des preuves tangibles de l'effraction n'étaient pas apportées. Les rumeurs couraient que ce groupe, ou du moins l'un de ses chefs, faisait partie de la communauté locale, cachant ses activités sous le vernis d'un commerce légal. Andrew Marks, profitant de son expérience dans la vente d'appareils électroniques, semblait avoir le profil pour orchestrer ce genre de manigance. Pourtant, il gardait une façade respectable. Aux yeux du voisinage, il menait une vie normale avec Pamela, bien que certains aient remarqué une aisance financière soudaine, un nouveau véhicule, des travaux d'aménagement dans l'appartement, des soirées dans des restaurants gastronomiques. Pamela, quant à elle, restait discrète. On la voyait peu sortir seule, comme si elle s'isolait lentement. À chaque fois que ses parents ou Melissa lui posaient des questions, elle assurait être simplement heureuse, soutenait qu'Andrew parvenait à décrocher de juteux contrats, grâce à des relations d'affaires plus étendues que prévu. Personne ne doutait réellement de sa sincérité. Après tout, qu'y avait-il de mal à ce qu'un commercial ait du succès dans une période de crise? Un jour de septembre 2009, les autorités reçurent un appel anonyme. Quelqu'un prétendait connaître la localisation de stocks d'électronique dérobés. L'informateur, qui parlait d'une voix déformée, peut-être à l'aide d'un système électronique, signalait une grande remise louée par un couple de la région, dans laquelle se trouveraient plusieurs articles de la marque d'un récent cambriolage. Les enquêteurs envoyèrent 2 agents pour vérifier les lieux. L'endroit semblait banal à première vue, une simple bâtisse en préfabriqué, posée sur un terrain à l'abandon. Pourtant, en forçant la porte, ils tombèrent sur des dizaines de boîtes contenant des téléviseurs, consoles et pièces détachées d'ordinateurs. Beaucoup d'objets correspondaient à ceux récemment volés dans les entrepôts de la ville. Tout indiquait que l'affaire était enfin sur le point de se dénouer. Les gérants de l'entrepôt, en consultant le contrat de location, confirmèrent que la remise était enregistrée au nom de Pamela Campbell et d'Andrew Marks. Lorsque la police, munie d'un mandat, procéda à une perquisition chez eux, un officier s'étonna de découvrir divers documents suspects. Factures dont les sommes et les destinataires n'étaient pas clairement identifiables, carnets de notes présentant des dates coïncidant avec certains cambriolages, ainsi qu'une arme à feu non déclarée. Pamela, sous le choc, semblait complètement perdue. Andrew prétexta n'être au courant de rien, prétendant qu'il ignorait l'existence de ces stocks. Il affirma que sa compagne tenait un journal dans lequel elle notait des heures, des chiffres, des noms. Il déclara également que ce serait elle qui, à la tête d'un petit groupe de cambrioleurs, organisait les vols depuis des mois. Il expliqua, l'air profondément préoccupé, que son rôle se limitait à la vente légale d'appareils en magasin, sans aucun lien avec un trafic illégal. D'après ses dires, la remise avait été un projet personnel de Pamela, et il s'en voulait terriblement de ne pas s'être aperçu plus tôt de l'ampleur de ses agissements. En quelques jours, Pamela fut placée en détention provisoire. Cette arrestation
choqua plusieurs habitants qui la connaissaient comme une femme discrète et serviable. Mais beaucoup lui tournèrent le dos, effrayés à l'idée d'être mêlés à un scandale de grande envergure. Quant à Andrew, il jouissait d'une sorte d'immunité officieuse. C'était, du moins le crut-on à l'époque, le seul à vraiment coopérer avec les enquêteurs. Les investigations initiales semblaient en effet montrer que toute la documentation frauduleuse, toutes les preuves matérielles, convergeaient vers Pamela. Les enquêteurs retrouvèrent un carnet manuscrit dans lequel apparaissaient des montants, des adresses et des créneaux horaires correspondant précisément aux semaines où des vols avaient été commis. Confrontée à ces preuves, Pamela affirma qu'elle n'en avait jamais écrit une ligne, ou alors dans un tout autre but que celui du vol organisé. Mais la brièveté de ses explications manquait de cohérence. Elle racontait que, souvent, Andrew lui demandait d'annoter tel ou tel détail pour l'aider dans ses projets professionnels, mais qu'elle ne se doutait pas que ces chiffres et ces noms pouvaient correspondre à des opérations criminelles. Malheureusement, tout ceci paraissait bien mince pour la disculper. Le conflit familial commença à s'exacerber, car Melissa refusait de croire que sa sœur fût coupable. Elle la soutint financièrement pour recruter un avocat et chercha à contacter Andrew afin de clarifier la situation. Celui-ci, toutefois, restait évasif, invoquant des obligations au travail, se retranchant derrière l'argument qu'il ne cherchait qu'à protéger sa propre réputation et ne voulait pas davantage parler de Pamela. Les rares échanges qu'il consentait à avoir avec la famille de sa compagne étaient teintés d'ambiguïté. Un jour, il disait qu'il espérait son innocence. Le lendemain, il insinuait qu'elle l'avait manipulé. Melissa, atterrée, tenta même de rencontrer des membres du voisinage pour rassembler des témoignages. Certains rapportèrent qu'ils avaient vu Andrew conduire un pick-up chargé de caisses à des heures tardives. D'autres prétendaient que Pamela était présente à ces moments-là. Rien n'était vérifié, ni consigné. Tout restait à l'état de rumeurs ou d'observations anecdotiques. Le procès de Pamela s'ouvrit au début de l'année 2010. L'ambiance dans la salle d'audience fut tendue, et l'on voyait la presse locale s'y intéresser modérément, curieuse de ce nouveau scandale mêlant amour, possible conspiration et détournement de matériel coûteux. Sur le banc de l'accusation, un procureur persévérant détaillait les preuves recueillies. Le carnet au nom de Pamela, les témoignages de plusieurs personnes, dont Andrew, l'ayant vue près des entrepôts cambriolés, et divers messages électroniques envoyés depuis une adresse IP localisée à l'appartement du couple, dans lesquels on évoquait la revente d'articles soustraits à des camions de livraison. Pamela, en larmes, déclara devant la juge qu'elle se sentait trahie, qu'Andrew avait tout orchestré. Son avocat plaida la confusion, prétendant que le véritable cerveau du trafic se trouvait tout près, pointant vaguement du doigt la responsabilité d'Andrew, sans pour autant réussir à fournir un contre-argument solide. Il ne parvint pas à démontrer la moindre incohérence flagrante dans l'histoire livrée par Andrew. Pire encore, des relevés bancaires montrant des transferts suspects au nom de Pamela furent présentés. Ils correspondaient prétendument à des paiements reçus de revendeurs, alors qu'en vérité, elle ne cessait de répéter qu'Andrew gérait ses comptes communs et qu'elle-même n'avait presque aucun regard sur la comptabilité. La sentence tomba comme un coup près. Reconnaissant Pamela coupable d'organisation de vol qualifié, de recel et de conspiration en vue de commettre des délits, la Cour la condamna à 13 années de prison ferme. Elle fut emmenée aussitôt en détention, bouleversée, clamant son innocence. Ses parents, présents dans la salle, éclatèrent en sanglots, sidérés à l'idée de voir leur fille subir un tel sort. Melissa, elle, resta dans un silence lourd de colère, fixant Andrew de loin, le suppliant du regard de réagir, de donner plus d'éléments pour alléger la peine. Mais Andrew détourna les yeux et quitta la salle sans mot dire, l'air sombre.
Les mois qui suivirent furent un calvaire pour Pamela, enfermée dans un univers carcéral aux antipodes de ses ambitions de jeune femme. Bruit, méfiance, solitude, et surtout l'amertume de se sentir trahie, abandonnée par l'homme qu'elle aimait. Elle vivait dans l'espoir de faire appel, d'obtenir une révision de son procès, mais rien ne se passait. L'avocat se plaignait du manque de fonds disponibles. Les preuves en sa faveur semblaient inexistantes. Petit à petit, elle perdit toute illusion. Puis vint la nouvelle la plus douloureuse. Au printemps 2010, Melissa lui annonça par une lettre hésitante qu'elle était désormais la compagne légitime d'Andrew. Ils s'étaient mariés. Au premier abord, cela parut inconcevable. Comment la sœur cadette, censée la soutenir, avait-elle pu trahir Pamela au point d'unir sa vie à l'homme responsable de sa chute? Dans sa lettre, Melissa tentait de s'excuser, disant que tout ceci était arrivé sans qu'elle le voie venir, qu'Andrew avait fait preuve de repentir, qu'il affirmait être dévasté par la situation. Pour se justifier, elle assurait qu'il ne s'était rien passé entre eux avant l'incarcération de Pamela, et que le mariage avait été la réponse à un élan passionnel, mêlé de détresse. Mais, pour Pamela, les mots de cette lettre ne faisaient que réveiller sa rage et son sentiment d'injustice. La pilule fut encore plus amère en apprenant que, quelques mois plus tard, Melissa mit au monde un premier enfant, puis en eut 2 autres dans les années qui suivirent. Lors des rares moments où Pamela pouvait appeler ses proches, elle entendait des bruits de nourrissons ou se voyait raconter à quel point Melissa semblait heureuse dans sa nouvelle vie de famille. Toute cette situation paraissait absurde, quasi irréelle. À mesure que le temps s'écoulait, Pamela s'enfermait dans un mutisme teinté de désespoir. Pendant ce temps, Andrew, désormais marié à Melissa, prospérait étrangement. Il avait officiellement renoncé au commerce de détail pour se lancer dans des opérations d'import-export de matériel électronique, sous couvert d'une société nouvellement créée. Melissa, de son côté, continuait de gérer la boulangerie familiale, affichant un succès correct sans toutefois en tirer un luxe apparent. Ils vécurent dans une maison de banlieue, aux murs récemment repeints, entourés d'un petit jardin, et reçurent régulièrement la visite d'un certain groupe d'amis et de collaborateurs. On disait qu'Andrew continuait à nouer des partenariats douteux, mais personne n'eut de preuves concrètes. Du moins, pas assez pour déclencher de nouvelles poursuites à son encontre. Les parents des sœurs Campbell, navrés de ce drame familial, se retranchèrent dans un silence prudent, évitant toute confrontation directe, car ils avaient l'espoir que les 2 sœurs se réconcilient un jour. Certains voisins songeaient que Melissa avait peut-être cédé à une forme de chantage affectif de la part d'Andrew. L'homme, habile manipulateur, aurait profité de la détresse de la cadette pour la séduire et la convaincre de sa bonne foi. D'autres avançaient la possibilité d'une complicité plus froide. Melissa, fatiguée de vivre dans l'ombre de Pamela, aurait profité de cette situation pour conquérir Andrew et asseoir une nouvelle place de choix, laissant sa sœur moisir en prison. Le mystère demeurait entier. La vie suivit son cours jusqu'à ce qu'en 2023, une vague de cambriolages, semblable à ceux de 2009, vint secouer à nouveau les entrepôts de la périphérie de Détroit. Les méthodes de vol rappelaient étrangement les précédents incidents. Intrusion discrète, ciblage sélectif d'appareils haut de gamme, revente rapide sur le marché noir. Or, la principale enquêtrice chargée du dossier, une professionnelle chevronnée qui venait d'être affectée à la brigade criminelle de la ville, remarqua, dans les archives, la similitude frappante entre ces nouveaux faits et le cas de Pamela Campbell, condamnée 13 ans plus tôt. Intriguée, elle décida de consulter l'ensemble des preuves et rapports de l'époque. Plus elle avançait, plus elle se heurtait à un faisceau d'incohérences qui ne lui laissait pas de répit. Par exemple, certaines analyses d'empreintes digitales, présentes dans la fameuse remise à l'époque du premier dossier,
avait été classée comme étant celle de Pamela, mais le rapport scientifique officiel ne comportait aucune mention précise reliant ces empreintes à son identité. La base de données d'empreintes montrait même qu'il y avait eu confusion, voire substitution, lors de l'archivage. À force de reconstituer chaque étape, l'enquêtrice découvrit que plusieurs attestations présentées en 2010 pour enfoncer Pamela reposaient sur des recoupements douteux de témoins rémunérés, jamais réinterrogés par la suite. Elle mit aussi la main sur un rapport d'inspection indépendant mentionnant l'existence, en 2012, d'un policier suspendu pour corruption. Cet agent avait participé aux premières investigations de 2009 et on murmurait qu'il aurait pu recevoir de l'argent pour altérer des preuves. De fil en aiguille, la nouvelle équipe en place procéda à une perquisition dans un local annexe à la société d'Andrew Marks, enregistré sous un autre nom pour dissimuler son identité. Là, on découvrit divers documents relatifs à la vente de produits électroniques douteux, ainsi que des relevés bancaires connectés à un certain distributeur. L'enquêtrice fit le rapprochement entre les informations récentes et celles de 2009. Un mode opératoire similaire, des reventes rapides, le lien fort reliant le tout à Andrew, plus qu'à quiconque. Dans le même temps, un nouvel officier se rendit dans l'enceinte pénitentiaire où se trouvait encore Pamela Campbell, car celle-ci était en fin de peine et se préparait à une possible libération sous certaines conditions. Sur un banc métallique, dans une pièce dépouillée, Pamela, les traits tirés par toutes ces années passées derrière les barreaux, raconta ce qu'elle avait toujours clamé. Elle ignorait la source exacte des biens entreposés. Elle avait obéi aux indications d'Andrew en lui faisant confiance, et elle était persuadée que ses carnets et relevés bancaires avaient été trafiqués pour lui faire porter le chapeau. L'officier recueillit son témoignage et remarqua la sincérité palpable de sa détresse. Les années de prison l'avaient brisée, mais elle restait cohérente dans ses propos, insistant sur la duplicité d'Andrew et admettant même qu'elle avait été naïve de s'être laissée entraîner dans son univers. Motivée par ces découvertes, l'enquêtrice principale redoubla d'efforts et obtint l'autorisation de rouvrir le dossier. Elle interrogea de nouveau les individus qui, jadis, avaient prétendu avoir vu Pamela sur les lieux des cambriolages. L'un d'entre eux, désormais très âgé, finit par avouer avoir reçu une somme d'argent en liquide, versée par un intermédiaire, pour mentionner le nom de Pamela dans sa déposition. Un autre témoin, qui vivait à l'époque dans un immeuble voisin, raconta avoir reconnu Andrew charger un camion et qu'il avait glissé quelques billets à ce témoin pour garder le silence. Ces éléments s'ajoutèrent à des preuves concrètes de virements de fonds qui transitaient par la société d'Andrew pour être transférés sur des comptes offshore. Peu à peu, la thèse d'un complot contre Pamela devenait de plus en plus vraisemblable. On comprit qu'Andrew, pour ne pas endosser la responsabilité des vols, avait bâti tout un mensonge qui accusait son ancienne compagne, exploitant la confiance aveugle qu'elle avait en lui au moment des faits. De surcroît, la soif de pouvoir et d'argent d'Andrew semblait n'avoir aucune limite, ce qui, aux yeux des enquêteurs, faisait de lui le suspect idéal pour avoir réitéré le même type de crime. Lorsque Melissa apprit que l'enquête se rouvrait, elle réagit d'abord avec colère, craignant pour la réputation de sa famille. Depuis quelques années, son mariage avec Andrew commençait déjà à se fissurer. Les rumeurs d'infidélité ou de pratiques commerciales troubles se multipliaient. Elle confia, en privé, à un ami de la famille qu'elle se sentait piégée. Elle expliqua qu'Andrew manipulait leur argent commun, la cantonnant à la boulangerie et lui interdisant l'accès à certaines informations concernant ses sociétés. L'apparition de ces nouvelles accusations fut donc un coup de massue de plus. Melissa nia toute complicité avec Andrew, alléguant qu'elle avait été elle-même bernée, ou du moins qu'elle ignorait l'ampleur de ses activités illicites. Néanmoins, les enquêteurs trouvaient difficile de croire qu'elle ne se doutait de rien,
surtout au vu de la manière dont elle s'était si vite rapprochée d'Andrew à l'époque de l'arrestation de Pamela. Dès l'automne 2023, la police finit par arrêter officiellement Andrew Marks sous divers chefs d'inculpation: faux témoignages, subornation de témoins, recel et complot en bande organisée. Au cours d'une perquisition plus approfondie à son domicile, les autorités saisirent des documents internes à sa société, attestant de transactions illégales qui correspondraient au nouveau réseau de vol. Andrew, comme à son habitude, nia tout en bloc, mais la montagne de preuves grandissait. La presse s'empara de l'affaire, scandalisée d'apprendre qu'une femme avait purgé 13 ans de prison sur la base de témoignages et de preuves falsifiées et qu'elle se trouvait encore incarcérée. Le procureur en charge demanda une libération immédiate de Pamela en attendant un réexamen judiciaire, assorti d'une enquête disciplinaire sur d'éventuelles compromissions policières dans l'enquête initiale. Pamela sortit de prison sous les regards incrédules de son entourage. Son visage émacié et ses cheveux parsemés de fils argentés la faisaient paraître plus âgée que ses 34 ans d'autrefois. Elle avait désormais 47 ans, mais malgré son regard fatigué, elle affichait une détermination nouvelle, celle de se reconstruire et de réclamer réparation. Dans les couloirs du tribunal, lorsqu'elle croisa Andrew pour la première fois depuis toutes ces années, elle le dévisagea en silence, comme si elle s'attendait à déceler un signe de regret ou de honte. Il garda la tête haute, le menton crispé dans un rictus amer, lâchant simplement un bref regard vers celle qu'il avait autrefois appelée son grand amour. À ce moment précis, la tension était palpable. Les agents de sécurité durent les maintenir à distance pour éviter toute explosion de colère. Le nouveau procès s'annonçait houleux. Les avocats d'Andrew, payés cher par des fonds dont l'origine restait mystérieuse, s'efforcèrent de plaider l'erreur, de minimiser ses responsabilités ou d'insinuer qu'il était lui-même manipulé par des criminels plus puissants. Pamela, représentée par un avocat commis récemment mais particulièrement impliqué, vint témoigner longuement pour raconter comment Andrew l'avait incité à signer certains baux ou documents, lui faisant croire qu'il s'agissait de formalités liées à leur projet professionnel. Elle expliqua les méthodes de contrôle psychologique, ou encore la manière dont il inversait les rôles pour faire d'elle une complice désignée, tout en restant dans l'ombre. Le procureur exposa ensuite les multiples preuves de fausses déclarations, les témoignages qu'Andrew aurait achetés, et souligna la répétition, en 2023, du même mode opératoire de vol pour lequel Pamela avait été condamnée. Le tribunal entendit également plusieurs témoins, dont certains voisins, un ancien comptable d'Andrew qui avoua avoir repéré d'étranges virements, et l'agent corrompu qui, désormais sans emploi, confirma qu'il avait reçu des pots de vin pour biaiser l'enquête. Peu avant que la juge ne se retire pour délibérer, on évoqua la responsabilité de Melissa. Elle fut appelée à témoigner et reconnut, la voix tremblante, avoir découvert certains indices sur les réelles activités de son mari. Elle déclara avoir gardé le silence, d'une part par crainte, d'autre part parce qu'elle ne voulait pas détruire sa famille, ni priver ses enfants de leur père. Plusieurs observateurs restèrent sceptiques. Melissa assurait qu'elle avait été naïve, qu'elle ne s'était pas doutée qu'Andrew pût être si retors et qu'elle désirait avant tout protéger ses enfants. Il apparut néanmoins que le procureur manquait de preuves irréfutables pour établir sa culpabilité active dans la conspiration, ce qui la sauva d'une mise en examen immédiate. La population, en revanche, la jugeait sévèrement, l'accusant d'avoir cautionné, de près ou de loin, la ruine de sa propre sœur. Lorsque la juge prononça finalement son verdict, Andrew fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, dont manipulation de preuves, parjure, subornation de témoins et complicité de vol à grande échelle. Il écopa d'une peine de prison longue, dont la durée exacte devait être précisée une fois tous les détails fixés. Quant à Pamela, elle fut officiellement blanchie. Son dossier
fut classée comme une erreur judiciaire grave, ouvrant la voie à une procédure d'indemnisation. Les parents des deux sœurs, présents dans la salle, éclatèrent de joie pour l'une, tout en portant un regard désabusé sur l'autre, celle qui restait l'épouse d'Andrew. Mélissa, abasourdie, prit conscience que sa réputation était détruite, que son mariage était de facto terminé. Elle demanda le divorce dans la foulée, espérant réparer ce qui pouvait l'être. Mais le mal était déjà fait. Dans la ville, on la regardait comme la femme qui avait profité du malheur de sa sœur pour conquérir un homme dissimulant la noirceur de ses actes. Même si elle proclamait son innocence, rares étaient ceux qui la croyaient véritablement. Pamela s'installa provisoirement chez des proches. Ses 13 ans de prison l'avaient coupée du monde extérieur, et elle découvrait un univers où la technologie s'était considérablement développée, où beaucoup d'usines avaient lieu de fermer, où Détroit avait connu d'autres soubresauts. Sur le plan émotionnel, le choc était tout aussi considérable. Elle cherchait à reconstruire un lien avec sa famille, mais les blessures étaient trop profondes. Elle évitait de parler directement à Mélissa, persuadée que sa cadette avait activement encouragé, ou au moins toléré la trahison. Les parents, en pleurs, demandaient à l'une et l'autre de trouver le chemin du pardon, mais la fracture semblait béante. Le point positif pour Pamela fut de rencontrer un collectif d'aide aux victimes d'erreurs judiciaires, un organisme local qui lui proposa un soutien psychologique et une assistance dans ses démarches pour faire valoir ses droits. Elle entama ainsi une procédure pour obtenir une importante indemnisation de l'État, arguant du fait qu'elle avait perdu des années de liberté, sa jeunesse et ses perspectives de carrière. Dans la petite ville, beaucoup de gens s'interrogeaient. Comment Andrew avait-il pu passer entre les mailles du filet si longtemps? Quelle complicité ou réseau dans la police ou la sphère judiciaire avait permis qu'un témoignage fallacieux envoie Pamela en prison pour tant d'années? Les enquêtes internes s'élargirent, mais l'agent corrompu qui avait admis avoir falsifié certains éléments refusa de donner d'autres noms, arguant d'un risque pour sa sécurité. On soupçonna un vaste système de pots de vin, dont Andrew aurait été un rouage. Les investigations se poursuivirent pour déterminer si d'autres affaires de vol ou de recel n'avaient pas été également maquillées pendant la même période. Pendant ce temps, Andrew attendait son procès définitif, passant ses journées dans une cellule où, d'après certains gardiens, il fulminait, sans manifester le moindre remords. De son côté, Mélissa recevait des appels de journalistes en quête de sensationnel, espérant un scoop sur les coulisses de cette trahison familiale. Cernée par la rancœur de ses proches et le mépris de la communauté, elle finit par ne plus se montrer publiquement. L'histoire qui se dessinait peu à peu aux yeux du grand public offrait un cruel tableau. La jalousie entre sœurs, l'amour démesuré pour un homme ambitieux et calculateur, l'aveuglement de la justice dans un contexte économique et social difficile. À la question de savoir si Mélissa avait réellement manigancé pour évincer Pamela, certains estiment que Mélissa était vulnérable, qu'elle s'était laissée convaincre par les belles paroles d'Andrew, qu'elle avait cru bien faire en protégeant la boulangerie familiale. D'autres avancent que, depuis leur adolescence, un sentiment d'infériorité la rongeait, qu'elle avait vécu dans l'ombre de la grande sœur, et que lorsque l'occasion se présenta de s'attribuer l'homme et la situation financière aisée, elle n'hésita pas à franchir la ligne, quitte à fermer les yeux sur l'injustice subie par sa propre famille. Les réponses définitives restent floues, car les aveux complets tardent à venir. Du point de vue de la loi, elle demeure à ce jour libre, seulement inquiétée par la perspective de nouveaux témoignages qui la mettraient en cause. Pamela, pour sa part, tenta de renouer avec ses anciennes passions. Au fil des semaines, elle reprit goût à la lecture, fréquenta une bibliothèque municipale pour découvrir les nouveautés publiées depuis sa condamnation. Parfois, elle croisait des regards embarrassés
ou même méprisant de la part de ceux qui, il y a 13 ans, l'avaient cru coupable. Certains s'excusaient, reconnaissant avoir été bernés. D'autres ne savaient trop comment réagir. Au sein du collectif d'aide aux victimes d'erreurs judiciaires, elle rencontra une solidarité inattendue. On l'encourageait à raconter son histoire pour sensibiliser l'opinion sur les dangers d'une enquête menée à la va-vite ou influencée par des acteurs véreux. Elle passa plusieurs entretiens avec des psychologues, lesquels lui confirmèrent qu'elle souffrait d'un syndrome dépressif chronique, ponctué de crises d'anxiété lorsque le souvenir de la prison lui revenait. On lui conseilla de s'investir dans des activités socialement utiles pour retrouver un sentiment d'accomplissement. Peu à peu, elle commença à donner des conférences dans des écoles de droit local, témoignages vivants de ce que pouvait engendrer une justice défaillante. Entre-temps, un nouveau procès à l'encontre d'Andrew Marks s'organisa, plus poussé encore que le précédent, incluant non seulement les vols de 2023, mais également l'ensemble de ses montages financiers. Des experts en cybercriminalité vinrent exposer comment Andrew utilisait des adresses électroniques anonymisées et comment il échafaudait des sociétés écrans pour écouler les marchandises dérobées. Un procureur particulièrement incisif fit valoir que, dès le début de sa relation avec Pamela, Andrew aurait orchestré son plan, lui faire signer des documents, l'impliquer à son insu dans ses affaires, si bien qu'au moment venu, il aurait un bouc émissaire tout trouvé. Les recherches révélèrent même qu'Andrew avait envisagé de monter un commerce avec l'aide de Pamela, dans le but de masquer de potentiels flux de produits volés. La juge, ainsi que le jury, furent consternés par la froideur et la duplicité de cet homme. Dans un élan de colère que peu d'entre eux pouvaient réprimer, on comprit combien Andrew, sous ses dehors charmants et sa prestance naturelle, était dénué de scrupules. Sans un mot, l'intéressé écoutait, prenant parfois des notes, se penchant de temps à autre pour murmurer avec son avocat. Le tout formait un spectacle glaçant de cynisme. Des témoignages vinrent également renforcer le soupçon de la participation de Melissa. Un ancien ami de la famille affirma l'avoir vu signer des documents relatifs à l'achat de matériel électronique, revendu ensuite sous le manteau. Malgré tout, la ligne de défense de Melissa reposait sur l'idée qu'elle faisait une confiance absolue à son époux, qu'elle apposait parfois sa signature ou fournissait son nom pour l'aider dans ses démarches, sans savoir ce qu'elle cautionnait. Les procureurs hésitèrent à poursuivre leur offensive contre elle, conscients qu'il fallait des preuves irréfutables pour prononcer une inculpation. Ses enfants, désormais assez grands pour comprendre la situation, se trouvaient au milieu d'un tourbillon médiatique épuisant. Melissa tenta de les protéger, les maintenant à l'écart des questions gênantes, mais elle ne put pas empêcher la circulation de rumeurs qui s'infiltraient jusque dans la cour de leur école. Les ragots s'alourdissaient, alimentés par des réseaux sociaux friands de scandales familiaux. Lorsque le deuxième procès d'Andrew Marks se conclut, personne ne fut surpris du verdict, déclaré coupable de vol aggravé, de recel, de complicité d'effraction et de fraude à grande échelle. Il reçut une peine extrêmement lourde, destinée à marquer l'exemple. Le juge insista sur la gravité de ces crimes, la réitération d'actes identiques sur plus d'une décennie, et la machination implacable dont Pamela avait été la cible. Pour la première fois, Andrew laissa transparaître un bref moment de panique à l'énoncé de la sentence, comme s'il réalisait enfin l'ampleur des conséquences de ses choix. Parmi la foule dans la salle, Pamela écoutait, chaque mot résonnant en elle comme la confirmation qu'elle avait subi la plus grande injustice de sa vie, mais aussi qu'une forme de justice tardive voyait le jour. Melissa ne fut pas formellement inculpée, mais les soupçons pesant sur son éventuelle complicité engendrèrent la rupture définitive avec ses parents, qui ne la voyaient plus que comme celle qui avait épousé l'homme ayant ruiné la vie de leur fille aînée. Après ce jugement, Pamela entama une action en responsabilité contre l'État pour obtenir une indemnisation
à la hauteur de ses 13 ans de détention injustifiée. Les débats entre avocats et représentants de l'administration prirent plusieurs mois, chacun s'accordant sur la nécessité de verser une somme conséquente, mais discutant de son montant précis. Il fut question de dommages et intérêts, pour préjudice moral, pour perte d'opportunités professionnelles et de l'impossibilité d'enfanter pendant ces années de détention. Pamela, sans illusion, avoua n'aspirer qu'à retrouver un semblant de vie normale. Elle ne voulait pas devenir riche, disait-elle. Elle souhaitait seulement pouvoir s'acheter une maison loin du tumulte de la ville, s'entourer de ses livres et collaborer avec des associations d'aide aux victimes. Son souhait fut exaucé. Elle obtint une compensation financière importante, suffisante pour repartir sur de bonnes bases. Malgré tout, le chemin de la reconstruction restait long. Sa relation avec Melissa demeurait viciée, car aucune des deux sœurs ne parvenait à franchir le fossé émotionnel qui les séparait. Melissa, peinant à retrouver une stabilité financière depuis l'emprisonnement de son mari, voyait la boulangerie familiale décliner. Des clients refusaient de s'y rendre, évoquant leur indignation face à l'histoire révélée. À l'occasion d'une entrevue accordée à une chaîne locale, Melissa insista sur la complexité de son lien avec Pamela, sur l'amour sincère qu'elle éprouvait autrefois pour sa sœur, et exprima ses regrets qu'elles en soient arrivées là. Pamela, informée de ces déclarations, garda néanmoins le silence. Elle ne désira pas l'exprimer publiquement, mais confia à un confident du collectif d'aide aux victimes qu'elle se sentait incapable de pardonner, tant que Melissa refuserait d'admettre une part de responsabilité dans le complot. Cette rancune semblait figée, scellant de fait l'idée que la réconciliation était un horizon plus qu'incertain. Il fallut encore plusieurs mois pour que la société de Détroit, dans ses cercles de discussion, voie se dissiper l'écho assourdissant de cette affaire. Les médias en parlèrent, comme d'un cas d'école, montrant comment un individu habile pouvait manipuler la justice, la police, les relations familiales, au service d'une avidité sans bornes. Des réformes internes furent engagées dans le service judiciaire de la ville, notamment un renforcement des dispositifs de vérification des preuves, pour s'assurer qu'un autre innocent ne subisse pas le même sort. À l'échelle de l'opinion publique, cette affaire illustrait le résultat tragique d'une conjoncture économique désastreuse. La misère et l'envie de réussite à tout prix pouvaient créer des criminels ingénieux, prêts à tout pour s'enrichir. Cela mettait également en lumière à quel point la fragilité des liens familiaux pouvait conduire à la trahison et à la souffrance. Au terme de ce parcours chaotique, Pamela choisit de se consacrer à la sensibilisation. Elle organisa des ateliers dans le cadre d'un programme de réinsertion, dialogua avec des détenus, s'investit dans des associations qui soutenaient les personnes injustement incarcérées. Bien que l'institution judiciaire lui eût offert tardivement réparation, elle gardait en elle une angoisse persistante. Qui aurait pu prévoir qu'un jour, un simple amour de jeunesse la plongerait dans un tel cauchemar? Certains de ses nouveaux amis la pressaient d'écrire son histoire pour en faire un livre, voire un film. Elle hésitait, craignant que revivre en détail chaque épisode ne rouvre des blessures encore fraîches. Mais elle comprenait que partager son vécu pouvait aider d'autres à se prémunir de manipulations affectives ou professionnelles. Son avocate la soutenait, parlant même d'initiatives de crowdfunding pour encourager la rédaction d'un ouvrage. Au fond, la perspective de faire connaître son calvaire aux générations futures émergeait comme un moyen de transformer l'injustice en engagement. Du côté de la fratrie Campbell, les choses demeuraient tendues. Les parents, épuisés, tentaient de maintenir un semblant d'unité, invitant parfois Pamela et Melissa séparément, mais redoutant toujours les conflits. On racontait qu'un soir, Melissa se présenta à la porte d'une maison où Pamela était hébergée, décidée à lui parler, à s'excuser de vive voix. Elle aurait attendu de longues minutes dehors, en vain,
avant de s'en aller, le cœur lourd. L'indignation silencieuse de Pamela marquait la persistance d'un sentiment de trahison irrémédiable, laissé sans résolution immédiate. Dans le même temps, Andrew, enfermé dans une prison fédérale à plusieurs centaines de kilomètres, initia des démarches d'appel, tentant de faire annuler ou réduire sa peine. Mais ses espoirs s'amenuisaient face à la sévérité de la justice à son égard. Les rares échanges qu'il adressait à Melissa, par lettres, se soldaient par des relents de reproches et de menaces à peine voilées. Elle finit par couper tout contact, sachant que l'homme qu'elle avait épousé n'était qu'un maître chanteur. Aujourd'hui encore, dans le voisinage de Détroit, beaucoup se remémorent cette affaire comme l'exemple type de la manière dont une simple histoire d'amour, compliquée par des conflits fraternels, peut dégénérer en tragédie aux répercussions judiciaires et psychologiques majeures. Les critiques affirment que si la police avait été plus rigoureuse en 2009, si le système avait enquêté plus sérieusement sur Andrew, jamais Pamela n'aurait subi cet enfer. D'autres insistent sur le fait que la jeune femme, trop confiante, trop amoureuse, n'avait pas réalisé à quel point son compagnon la manipulait. Mais au fond, chacun s'accorde pour dire que ce qui est arrivé soulève des questions universelles. Comment réagir quand la personne qu'on aime semble être prête à nous sacrifier? Comment surmonter une trahison venue de sa propre sœur? Et, surtout, comment assurer que la justice ne retombe plus dans les pièges de la corruption et de l'approximation? En somme, cette histoire de vol répétitif, de manigance financière, de faux témoignages et de trahison familiale s'est soldée par la libération d'une innocente 13 ans plus tard, la mise au jour d'un criminel endurci et la désintégration d'une famille autrefois considérée comme unie. Les cicatrices laissées dans la vie de Pamela Campbell ne se refermeront probablement jamais tout à fait, même si elle a retrouvé la liberté et l'espoir. Les leçons qu'elle en retire participent aujourd'hui à la mise en garde de nombreux citoyens contre les dangers de la confiance mal placée et l'importance de procédures d'enquête irréprochables. Je trouve cette affaire profondément marquante, tant par la force de la manipulation qu'on n'y observe que par la cruauté du destin subi par Pamela, qui a perdu 13 ans de sa vie. Pour moi, cela rappelle qu'il faut sans cesse veiller à ce que la vérité et l'intégrité priment sur les intérêts personnels de certains. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce récit jusqu'ici, et j'espère que cette reconstitution des faits vous aura permis de comprendre à quel point la quête de justice peut s'avérer difficile et semée d'embûches. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a intéressé, j'en ai d'autres à vous proposer dans mes prochaines vidéos, où nous plongerons encore dans des enquêtes surprenantes et des intrigues criminelles complexes. Je vous invite à explorer le contenu que je vous réserve. Je suis certaine que vous trouverez de quoi satisfaire votre curiosité. J'ai hâte de vous y retrouver. Alors à très bientôt et prenez soin de vous.